Antoine Robitaille. Antoine Robitaille. Une entrée privilégiée dans le Parlement. Ce que les ministres n'ont pas voulu dire, Antoine va vous le dire. Cultivez votre savoir. Comprenez les décisions. La nouvelle façon de parler politique. Là-haut sur la colline. On va maintenant parler transport avec notre monsieur transport au Journal de Québec, Journal de Montréal. C'est Marc-André Gagnon, qui est correspondant parlementaire ici au bureau parlementaire du Journal. Salut Marc-André. Salut Antoine. Alors, tu étais à la conférence de presse tout à l'heure. Tu en as vu beaucoup de conférences de presse sur le troisième lien là, et des changements de cap, des réductions de tubes, de bitubes. C'en était une autre aujourd'hui et il y avait quelque chose comme de la continuité dans le changement. Ouais, on n'est pas à un revirement près dans le dossier du troisième lien entre Québec-Lévis. C'est assez rocambolesque. Je te le disais dans le journal, tu parlais de montagne russe d'émotions. C'est vraiment ce que nous fait vivre le gouvernement Legault, hein, parce qu'il faut se rappeler que le troisième lien routier, le gouvernement caquiste et d'abord la ministre des Transports Geneviève Guilbeault avait enterré le troisième lien routier en avril 2023. Et puis là, après la défaite électorale dans Jean Talon, l'automne dernier, François Legault avait ramené la possibilité peut-être d'un troisième lien entre Québec et Lévis. Et là, aujourd'hui, François Legault, aux côtés de Mme Guilbeault, de Bernard Drainville et de Jonathan Julien, a confirmé que c'est le retour du troisième lien, mais pas n'importe lequel. Celui de 2018, donc le troisième lien à l'Est. Et c'est Antoine, le troisième lien que les gens ont toujours eu en tête, surtout à Lévis, c'est l'idée d'un tunnel. Hein? Oui. Effectivement, il y a eu... Mais là, on parle d'un pont maintenant. Là c'est un pont, c'est ça qui est différent. Ouais. C'est ça, il y a eu le monotube, le plus gros au monde, le bitube. Mais là, François Legault a dit, moi, ce que je veux, c'est un pont pour les autos. Pas de transport en commun. Pas de transport en commun. Évidemment, cette sortie-là fait suite au rapport de la Caisse de dépôt et placement, c'est des PQ Infra sur la mobilité de Québec. Qui disait le contraire, faut pas faire. C'est ça, dans son rapport, pourtant, la Caisse de dépôt est claire, elle ne recommande pas d'aller de l'avant avec un nouveau lien inter-rives, mais elle soulève une préoccupation qui lui a été partagée par des parties prenantes lors de ses consultations. Et qu'elle ne semble pas partager elle-même. En tout cas, pas sur le plan de la mobilité, à l'effet que s'il y a fermeture prolongée du pont Pierre-Laporte, le transport de marchandises ne serait possible que par le pont La Violette à Trois-Rivières. Alors, cet argument-là suffit à François Legault pour relancer les contribuables dans l'aventure du troisième lien. L'impression que ça donne, c'est qu'ils ont relancé le tramway, ça faut pas l'oublier. Oui, de Québec, à contre-cœur, et qu'ils ont comme voulu écraser cette annonce-là en sortant, en exhumant le troisième lien. C'est l'impression que bien des collègues avaient. Il y a une nuance importante aussi. François Legault, ce qu'il a confirmé lors de sa conférence de presse, c'est qu'il s'engage à réaliser la première phase seulement du projet de tramway qui est proposé dans le plan cité de CDBQ Infra, c'est-à-dire une première ligne de tramway entre Legendre et la 41e rue à Charlesbourg. Donc, pour ce qui est des phases subséquentes jusqu'à Le Bourgneuf et d'Estimauville, on verra, comme François Legault a déjà lui-même dit. Et par contre, pour ce qui est d'un éventuel tunnel de transport collectif entre Québec et Lévis, comme celui que la Caisse de dépôt et placement propose. Et comme celui que Geneviève Guilbeault proposait le 20 avril 2023. Exact. Là-dessus, M. Legault a été clair, ce n'est pas une priorité pour la CAQ. Encore là, il a répété que ce qu'ils veulent, eux, c'est un pont pour les camions et les autos. Et c'est un peu Jean-Yves Duclos, le ministre fédéral, qui a volé la vedette avec sa proposition d'abaisser le tablier du pont de Québec pour y faire circuler des camions. Et toi, le tablier, là, tu connais ça parce que tu as écrit beaucoup là-dessus. Le ministère des Transports avait commandé en 2015, ça c'était à l'époque où avant de parler du tramway, on parlait d'un SRB entre Québec et Lévis. Il y avait eu une étude qui avait été commandée par le ministère des Transports pour voir si on abaisse le tablier routier
du pont de Québec. Est-ce qu'on peut faire passer un SRB là-dessus? Et la conclusion était que oui, c'était possible, mais il fallait l'abaisser. Donc, M. Duclos, ce qu'il a dit du côté d'Ottawa hier, c'est si on abaisse le tablier du pont de Québec et qu'à l'époque on pouvait y faire circuler un SRB, probablement qu'on pourrait y faire circuler des camions lourds. Mais bon, là-dessus, M. Legault ne semble pas convaincu. Puis là, vérification. Oui, il avait l'air agacé par cette affaire-là, hein? On dirait que ça venait gâcher sa conférence de presse parce que, au fond, on pourrait rendre le pont de Québec disponible aux camions et Monsieur comme ça, Legault, on pourrait économiser beaucoup d'argent en évitant de faire un troisième lien. M. Legault semblait tout à fait étonné donc de cet élément-là soulevé par le ministre fédéral Jean-Yves Duclos et il a dit moi je sais pas où il a trouvé ça Jean-Yves Duclos. Alors la réponse je l'ai pour lui, c'est dans une étude du ministère des Transports du Québec qui date de 2015 mais qui disait qu'on pouvait y faire circuler un SRB si on abaissait le tablier routier. Est-ce que ça veut dire qu'on peut faire passer des camions lourds? Selon les vérifications que j'ai faites dans les dernières minutes, là, on nous dit au cabinet de Geneviève Guilbeault que c'est pas parce qu'un SRB pourrait passer avec un tablier abaissé que ce serait nécessairement la même chose pour des camions lourds qui ont un poids, une charge peut-être plus importante. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que là, le gouvernement fédéral a racheté le pont de Québec. Le ministère des Transports, donc le gouvernement du Québec, est le principal usager du tablier routier et le Québec, donc, s'apprête à retaper ce tablier routier-là. Donc, il y a une opportunité quand même pour voir qu'est-ce qu'on peut faire pour peut-être permettre d'augmenter la capacité de charge qu'on laisse passer sur ce tablier routier-là. Mais bon, la question demeure entière. Maintenant, pour ce qui est, si on revient à l'idée d'un troisième lien à l'Est, Antoine, bonne chance à la CAQ. Bonne chance à la CAQ, puisque... Tu as écrit là-dessus aussi. Il y a des contraintes sérieuses là, de faire un pont, finalement, au bout de l'île d'Orléans. Là, voilà. Là où on voulait faire passer le fameux tunnel. Là. Ouais. Et ce que M. Legault a confirmé tantôt, c'est que là, il n'y en aura pas d'autres études économiques. On a assez fait d'études, selon lui, sur un troisième lien. Donc, on y va de l'avant avec un troisième lien, un pont routier à l'est entre Québec et Lévis. Pas d'autres études, mais l'affaire, c'est que ça a déjà été étudié en réalité par le bureau de projet. Une des firmes qui a été engagée par le bureau de projet du troisième lien, donc s'était penchée sur le fameux corridor de l'Est, donc près de la pointe de l'île d'Orléans. Et par exemple, un des éléments qui était soulevé à l'époque, c'était la hauteur libre d'un éventuel pont pour permettre le passage des bateaux de croisière. Donc, par exemple, pour que le Queen Mary 2 qui est un des plus gros bateaux de croisière qui vient à Québec. Et puis l'industrie des bateaux de croisière, c'est pas rien, là. C'est des retombées de 100 millions de dollars par année à Québec. 100 millions par année, de plus de 100 millions de dollars par année. Pour continuer de recevoir un bateau comme le Queen Mary 2, on soulevait, là, dans ces études-là en 2019, que il faudrait un pont avec une hauteur libre d'au moins 74 mètres. Pour donner une idée, le pont de Québec a un dégagement vertical de 45 mètres et le pont Champlain de 38 mètres. Donc, il faudrait que le dégagement vertical d'un éventuel pont à l'est de Québec ait un dégagement vertical presque 3 fois plus important que le pont Champlain à Montréal. Ça ferait une espèce d'arc comme ça. C'était pas le cas dans la fameuse maquette d'Éric Duhem. Lui aussi, il veut faire... Ah non, lui, il passe par l'île d'Orléans, c'est vrai. Non, mais quand même, en fait, l'enjeu se poserait aussi pour la proposition d'Éric Duhem, puisque sa proposition prévoyait une hauteur libre de 49,5 mètres. Donc encore là, c'est pas assez pour laisser passer le Queen Mary 2. Mais il y avait d'autres éléments dans les études qui étaient soulevés. Sur le plan environnemental, sur le plan économique, un pont n'avait pas la note de passage en 2019. C'est pour ça que la CAQ avait décidé de faire un tunnel. Et tout récemment, la CDPQ Infra, dans son rapport, dit qu'un lien interrive dans le corridor Est, ce serait incompatible avec la requalification en boulevard urbain de l'autoroute Laurentienne dans le secteur de Beauport. Ça, c'est un engagement électoral de la CAQ. La question a été posée en conférence de presse où tu étais, là. Oui, et le ministre responsable de la capitale nationale, Jonathan Julien, là-dessus, s'est montré rassurant, a dit que ça ne remet nullement en question la réalisation de la phase 4 de la promenade de Samuel de Champlain dans ce secteur Est, et ni donc la reconversion en boulevard urbain de l'autoroute du Frein-Montmorency, dis-je bien.
Alors, ça reste à voir. Il semblait très confiant. Il dit qu'il en a discuté avec les gens de la Caisse de dépôt et de placement, mais il reste que dans le rapport de la Caisse de dépôt et de placement, c'est écrit à 2-3 endroits que un lien interrive dans le corridor Est, c'est incompatible avec un boulevard urbain. Et ça, Québec solidaire, entre autres, que deux députés dans la région de Québec, il tient mordicus. Et c'était dans les promesses aussi électorales de la CAQ en 2022. Donc, la CDPQ Infra est pas d'accord, ou ne propose pas ça. Après ça, on comprend que c'est extrêmement compliqué dans l'Est. Aujourd'hui, moi, je me suis posé la question, est-ce que c'est parce que Pierre Poilievre promet une ouverture à financer un troisième lien, mais pas financer le tramway, que là, il y a un positionnement du gouvernement de la CAQ qui dit, ben, il va peut-être être au pouvoir, lui, dans 1 an et demi. Puis nous, notre projet va avoir comme pris son essor. Alors, on va avoir du financement supplémentaire, puis on va pouvoir le faire. Mais là-dessus, François Legault a eu une observation quand même intéressante de dire, ça revient à ça qu'il est un peu coincé, c'est-à-dire qu'avec Justin Trudeau, le fédéral ne veut pas donner d'argent pour un troisième lien, un pont à l'Est. Maintenant, avec Pierre Poilievre, le fédéral ne donnerait pas d'argent, pas une scène, comme Pierre Poilievre l'a dit, ne donnerait pas d'argent pour le projet de tramway. Alors, François Legault reste confiant de convaincre l'un ou l'autre des chefs d'accompagner, d'appuyer financièrement le Québec. Ben, bonne chance, effectivement. Je me disais peut-être que pour un pont à l'Est, une possibilité pour le gouvernement du Québec aurait été de dire, ben attendez, on pourrait peut-être mettre des voies ferrées sur ce pont-là à l'Est, parce que on peut avoir la même réflexion avec le pont de Québec qu'avec le pont Pierre-Laporte, c'est-à-dire que si le pont Pierre-Laporte est le seul lien à Québec qui permet le transport de marchandises entre les deux rives, c'est vrai aussi pour le transport ferroviaire sur le pont de Québec. Ben Et si on ferme le pont de Québec, les trains, c'est pas à Trois-Rivières qui peuvent passer entre les deux rives, c'est à Montréal. Donc le détour est encore plus long. Mais François Legault, observation, ça. François Legault a fermé la porte complètement à ça. C'est une réflexion que je lui ai apportée, une observation que je lui ai faite. Et non, lui, ce qu'il veut encore là, c'est un pont pour le camion et les autos. C'est curieux cet argument de la sécurité économique. Ça a l'air un peu spécieux parce que à la limite, il faudrait doubler le pont La Violette là, aussi. Faudrait doubler toutes les infrastructures. On a juste un aéroport à Québec là. Marc-André, tu y penses? Si jamais il arrive quelque chose, il faudrait construire un autre aéroport. Non, mais c'est parce que c'est une logique qui nous amène très, très loin, là. Et une logique qui était rejetée par Geneviève Guilbeault, le fameux 20 avril 2023, où elle disait « Les ponts sont corrects si on les entretient bien ». Elle s'était fait tout à fait rassurante sur le bon état du pont Pierre-Laporte en disant qu'on l'entretient de façon adéquate et tout ça. Mais bon, c'est là où on en est aujourd'hui. Puis oui, c'est surprenant. Ce qui est surprenant aussi, c'est que pour la CAQ, ça semble être une surprise, cette notion, cet enjeu de sécurité économique. Parce que si on replonge dans toutes les études, Antoine, qui ont été faites depuis les dernières années, cet élément-là, il y est. Et ce n'est pas la Caisse, contrairement à ce que François Legault dit, qui en fait une recommandation, c'est-à-dire qui soulève l'enjeu de sécurité comme si la Caisse recommandait d'y porter une attention. Non, la Caisse ne fait que rappeler ce que des intervenants lui ont dit, lui ont mentionné. Et c'était déjà dans les études que possède déjà le gouvernement, comme toutes les contraintes que je t'ai nommées, si jamais on va de l'avant avec la construction d'un pont entre les deux rives dans le corridor Est. Il faudra un jour que je te pose la question, pourquoi c'est si compliqué dans la région de Québec de se brancher sur ces deux projets-là, alors que, tu sais, je suis allé à Edmonton cet automne, là, puis il y en a un, il y a un train, comme un tramway, là, un train léger, comme on dit. Je comprends pas. Je comprends pas. Puis je viens d'ici, là. Je suis né ici. Pas besoin d'aller loin, là, tu sais, de voyager loin. Même la Caisse de dépôt le soulignait dans sa présentation mercredi, que quand on va dans des villes comme Lyon, par exemple, il y a un téléphérique, il y a un métro, il y a un tramway, toutes les options de transport collectif sont là. Je suis allé à Barcelone récemment, il y a tout plein d'options
de transport collectif, de mobilité qui sont disponibles pour les véhicules aussi, mais trop de Trop de politisation. politisation. Ouais, c'est ça, c'est ça. Pas, À un moment donné. pas assez d'action, mais encore là, quand on agit, faut pas tourner les coins ronds non plus. Donc, c'est un peu le danger qui nous guette. Donc, hâte de voir la suite des choses. Et chose certaine, tout ça, le pont, là, il n'y a pas d'échéancier, il n'y a pas de coût. Il y aura pas de pelleté de terre, selon moi, avant les prochaines élections. Donc, ça nous promet une autre campagne électorale en 2026, Antoine, sur les enjeux de la mobilité à Québec, ça c'est certain. C'est un bon mot de la fin. Merci beaucoup, cher Marc-André. Je te souhaite un bel été, puis dans l'espoir qu'on se reparle à La Haut sur la colline en septembre. Parfait, merci Antoine. Merci. Je rappelle que Marc-André Gagnon est correspondant parlementaire au bureau parlementaire ici à l'Assemblée nationale. Antoine Robitaille. Il décortique les grands discours pour nous faire comprendre les politiques. Là-haut sur la colline. Et c'est la chronique consti avec notre chroniqueur constitutionnel Patrick Taillon, qui est accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. Bonjour Patrick, on te reçoit en plein colloque. Bonjour Antoine. Oui, on te rejoint en plein colloque. Oui, conférence des juristes de l'État à l'Université Laval ces derniers jours, voilà. Gentil d'être avec nous. Parlons quand même, on a eu une tentation de faire un bilan, mais ça serait un peu long, puis on a une douzaine de minutes aujourd'hui. Donc, on va aller tout de suite à notre sujet de la semaine, qui est la création de ce comité Proulx-Rousseau, annoncé en grande pompe quand même à l'Assemblée nationale par le premier ministre François Legault la semaine passée. C'est un comité constitutionnel, donc on est érotisé. Mais rappelle-nous un peu ce que c'est. Ben, c'est peut-être la concession que finalement la Constitution, c'est important. Oui. Peut-être que ça nous rattrape dans différents volets de notre vie collective. Quand on voit toutes les intrusions annoncées par le gouvernement Trudeau cet hiver avec si peu de désir, on fait même plus semblant de coopérer. On fait même plus semblant qu'il y a au moins un esprit de fédéralisme ou un esprit de partage des compétences à respecter. Mm-hmm. Et puis, le poids politique du Québec qui diminue à vitesse grand V dans cette fédération. On peut pas faire l'impasse de réfléchir à ces questions-là. Et moi, c'est ce que je vois dans l'annonce qui a été faite. La prise de conscience que la question constitutionnelle, elle nous habite. Elle peut pas vraiment être mise de côté. Donc, un comité qui va s'inscrire dans la suite de ce qu'on a connu, là, de la commission Tremblay dans les années 50 jusqu'à, je sais pas moi, Bélanger-Campeau dans les années 90 ou encore la commission Séguin. Donc, un exercice de réflexion pour faire le point sur les demandes du Québec. D'après moi, un exercice qui est peut-être plus stratégique qui va plus se poser la question du comment agir que la question du quoi faire. Mais ça, c'est une anticipation toute personnelle dans la mesure où déjà on peut anticiper dans le projet nationaliste de la CAQ quand on le lit attentivement. Ouais. Il y a un certain nombre de présupposés qui entourent la question constitutionnelle dans leur projet. Si on compare, par exemple, avec les années de Robert Bourassa, où les libéraux ont essayé beaucoup de choses pour débloquer la question constitutionnelle. D'abord, dans le projet nationaliste, et je serais surpris que j'anticipe que le comité soit dans cette continuité-là. Il n'y a pas l'esprit... Ça, faut le dire, c'est un projet de 2015 de la CAQ. Quand la CAQ a cessé d'être multicolore, là, puis est redevenu bleu, après la défaite dans Chauveau, puis il y avait Pierre-Carl Péladeau qui était arrivé au Parti québécois. Là, il s'était donné comme une sorte de plan Meach 2, là, la CAQ. Et il n'y a pas grand-chose qui a été réalisé là-dedans. Là. Oui, et c'est surtout un projet qui, je dirais, embrasse toutes les demandes du Québec. Mm-hmm. Mais donc, il n'y a pas de seuil minimal ou de conditions minimales, comme c'était le cas avec M. Bourassa. Ouais. Et en même temps... il y a une réflexion, moi j'appellerais ça du pragmatisme constitutionnel. C'est une valeur dont ce parti se réclame souvent, où d'une certaine façon on croise d'un côté ce qui est urgent et prioritaire pour le Québec, des dysfonctionnements dans le fédéralisme canadien. On peut en faire toute une liste, mais dans cela, qu'est-ce qui est le plus urgent?
Donc, évidemment, un pouvoir fédéral de dépenser, la question de l'immigration, la question du poids politique du Québec. Il y a des dossiers plus importants que d'autres. Mais tout ça s'est croisé avec une autre donnée, je dirais, celle du qu'est-ce qui est le plus réaliste ou qu'est-ce qui est le plus procéduralement faisable. Oui. Et là, je pense que c'est c'est peut-être là la grande différence entre les années, mettons, Robert Bourassa, Meade Charlottetown et le genre d'exercice dans lequel on se lance aujourd'hui. Mhm. C'est-à-dire que dans les portions de la Constitution qui sont un peu plus faciles à modifier, dans les bouts qui nous appartiennent entièrement, ou des bouts qu'on pourrait modifier bilatéralement avec Ottawa, comme on l'avait fait pour les commissions scolaires linguistiques, confessionnelles sous Pauline Marois là, dans les années 90, quand Pauline Marois était ministre de l'Éducation, non pas quand Pauline Marois était première ministre. Donc, des espaces où, procéduralement, il y a possibilité de faire quelque chose et d'agir. Donc, on est très loin du grand soir constitutionnel, de l'esprit de réconciliation, de l'esprit de s'attaquer à ce qui rendrait le Canada conforme aux intérêts du Québec. Ouais. On est plus dans un calcul de les bouts qu'on peut faire nous-mêmes, comment ça se fait qu'on les a pas encore faits. Les bouts qu'on pourrait faire facilement, pourquoi on n'essaierait pas quelque chose? Moi, je m'attends à un type de rapport plus tactique, plus stratégique que ce qu'on a vu habituellement où on jouait beaucoup dans qu'est-ce que le Québec veut idéalement. Ouais. Je m'attends à quelque chose d'un peu plus pragmatique. Qu'est-ce qui est peut faisable faire, là? Et qu'on n'a pas d'excuse de pas faire. Les choses qu'on devrait à la limite déjà avoir fait. Oui. Et ça, c'est ça va être au cœur. On va entendre beaucoup parler de unilatéralisme versus multilatéralisme. Et déjà, quand on regarde un peu, bon, le comité est sous la responsabilité du ministre de la Justice, Simon-Jean Barrette, et ça fait quand même un petit moment que Simon-Jean Barrette, que ce soit lorsqu'il était député dans l'opposition ou comme ministre du gouvernement Legault, qu'il a posé des gestes sur le terrain constitutionnel qui sont peut-être en tout cas matière là à ça peut nous donner un aperçu de ce qui pourrait peut-être être proposé dans l'opposition. Simon-Jean Barrette avait proposé un projet de loi pour, en quelque sorte, réformer le mode de nomination des sénateurs par une voie détournée. C'est-à-dire que la vraie façon d'arriver à modifier le Sénat canadien, ça nous prendrait une négociation multilatérale. Mais est-ce que nous, au Québec, on pourrait pas se mettre à faire des suggestions? Puis forcer Ottawa à dire, écoutez, là, nous, on sait qui on veut nommer au Sénat. Alors, voici la personne à nommer et procédez si vous êtes de bonne foi. Exact. Donc, il y a dans quelques projets de loi qui avaient été déposés par, à l'époque, le député de Bordua, qui n'était pas encore ministre, matière à inspiration en termes d'unilatéralisme, de solutions de rechange innovantes, certes. Puis après, on sait aussi ce qu'il a fait avec le projet de loi 96, donc modifier ce que tu appelles, toi, Antoine, le Google Doc de la Constitution canadienne, c'est-à-dire cette prise de conscience que c'est pas la Constitution du gouvernement fédéral. Elle n'appartient pas au gouvernement fédéral, elle appartient à toute la fédération. Et parenthèse là-dessus, est-ce que quand il publie un texte à Ottawa, est-ce qu'on a modifié l'article 90 Q1, je pense, et 90 Q2? Il y en a plusieurs. Il y en a même un maintenant pour la Saskatchewan. Il y a celui sur le serment. Donc, dans les dernières années, il y a eu des gestes de réécriture du texte de 1867. Mais moi, ce qu'on m'a dit, c'est que le fédéral ne prend même pas acte dans son texte, dans le texte qu'il publie. Alors, à la suite d'une résolution du Bloc québécois, le Parlement fédéral a pris acte de la modification, ne s'y est pas opposé, mais dans son travail administratif de codification, si vous voulez, au fond, le fédéral, il joue à l'éditeur des lois constitutionnelles, comme un éditeur qui édite un livre. Ben là, il prend le manuscrit modifié par le Québec, puis il dit « j'ai pas encore eu le temps. J'ai pas eu encore le temps de le mettre à jour. » Alors ça, il y a une vraie question qui se pose. Ça commence à faire longtemps. Est-ce qu'un jour, l'éditeur fédéral, qui est pas l'État, là, qui est juste un truc administratif, si je peux dire, c'est pas officiel, mais c'est la version éditée. Alors là, il y a un vrai enjeu, puis on va voir si, au fond, Ottawa, qui a approuvé en quelque sorte, qui a pris acte de ce que Québec faisait, est prêt à y donner la visibilité qui vient avec. Il nous reste 4 minutes. Il faut qu'on parle de la Constitution québécoise parce que
je regarde les gens qui composent ce comité, puis il y a Amélie Binette que tu connais bien, qui a étudié avec toi, et il y a Sébastien Proulx aussi. Donc, c'est des gens qui sont favorables à une constitution du Québec, ça, non? Ben, la Constitution québécoise, qui est contre? Mais le Ouais, Parti libéral est pour. J'imagine que les partis indépendantistes que sont Québec solidaire et le Parti québécois voient dans l'adoption d'une Constitution québécoise un premier pas d'affirmation puis un outil ben oui. qui, s'il arrivait un jour le grand soir de l'indépendance, serait utile. Donc, ça fait partie, ça, la Constitution québécoise, du genre de choses que on aurait pu faire depuis longtemps, se codifier notre Constitution et Ouais. qu'on n'a jamais encore fait. Alors, est-ce que le comité va s'attaquer à ce dossier-là? C'est une question, en tout cas, qui, moi, je m'habite. Et justement, est-ce que ce sera le comité de la Constitution du Canada ou de la Constitution du Québec ou un peu des deux? C'est Mhm. sûr que c'est un enjeu central. Et ça va définir aussi, je pense, le rapport que les partis d'opposition vont entretenir avec cette réflexion constitutionnelle-là. D'une certaine manière, ils ont pour le moment semblé être pris par surprise, même si du côté de Paul Saint-Pierre Plamondon, on avait exigé un nouveau Bélanger-Campeau. Ouais. Mais il faudra voir comment, parce que bon, il y aura un rapport à court terme, mais ensuite il faudra définir les suites de tout ça. Comment Mhm. les partis d'opposition vont s'approprier, vont s'investir dans un tel projet. Les libéraux sont pour une constitution québécoise, sont pour l'amélioration du fédéralisme a priori. Ça serait dommage que les partis prisonniers de leur option respective bousillent une réflexion dont le Québec a grandement Mhm. besoin. Donc, il Mhm. faudra voir dans quelle mesure et la majorité au pouvoir et les partis dans l'opposition vont être capables de, je dirais, s'élever un petit peu au-dessus de leurs options respectives pour essayer de faire Va- avancer les intérêts du Québec sur le plan constitutionnel. Est-ce que le prof Taillon va déposer un mémoire avant le 15 août, 31 août, je sais pas? J'ai vu ça, je pense que je vais essayer quelque chose, mais Ah! il y a juste 24 heures par jour, mais bon, on verra bien. Peut-on C'est avoir pas une impossible. primeur? Quelle proposition le prof Taillon pourrait faire au Ben, comité Proulx moi, Rousseau? je suis au fond un spécialiste du comment faire. Et Ouais? donc, c'est sûr que si je commets un mémoire, ça va porter beaucoup sur les chemins à emprunter pour débloquer le dossier constitutionnel, à la limite plus que, parce que c'est très, très, très documenté, là, que c'est important qu'on règle le pouvoir fédéral de dépenser. Quand Ouais. même que j'écrirais 100 pages de plus sur le sujet, ça fera pas une vraie différence. Mais quelles sont les voies procédurales, des fois des voies non constitutionnelles, ou en tout cas des voies un peu moins empruntées? Je dirais que c'est sur ce terrain-là que que je risque de concentrer ma contribution si j'en fais une. Mais oui, Mhm. évidemment, c'est pas tous les jours qu'on a ce genre de réflexion. C'est important d'y participer. Puis on verra bien les suites, mais à terme, le Québec a vraiment grandement besoin de Ouais, réfléchir à ses intérêts parce que quand on le absolument. fait pas, le fédéralisme canadien il continue à évoluer. Et c'est pas en faisant semblant que ne pas parler de ces choses-là nous protège, nous Mhm. maintient dans un statu quo. Non, non, le statu quo, ça n'existe pas. Le statu Ouais. quo, c'est la dégradation lente et presque irréversible de notre rapport de force dans cette fédération-là, soit pour des raisons démographiques, soit pour des raisons de pouvoir fédéral de dépenser. Fait que quand les problèmes qui habitent cette fédération-là ne sont pas gérés, Mhm. on peut se mettre la tête dans le sable, mais tôt ou tard, c'est nous qui en payons le prix. Donc, on a tout intérêt à être C'est lucide et regarder franchement ces problèmes. c'est une magnifique conclusion, un mot de la fin parfait pour cette fin de saison des chroniques Consti et espérons qu'on continuera à en reparler l'automne prochain. Je te remercie beaucoup. Bon été Merci, Antoine. à toi, Patrick Taillon, Bon été à toi aussi. notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. On dit souvent que les murs ont des oreilles. Là-haut sur la colline. Nous, on a deux vraies oreilles à l'intérieur des murs du Parlement. Bonjour, Éric Kerr. Bonjour, M. Robitaille. Bienvenue à La Haut sur la colline. C'est une première. C'est une première aussi pour nous d'enregistrer comme ça. C'est très agréable. On a l'impression de faire de la vraie télé. Là, évidemment, le gros dossier actuellement, on est jeudi au moment où on se parle, c'est le troisième lien, c'est le rapport de CDPQ Infra,
c'est le tramway. Évidemment, vous êtes identifié à ces dossiers-là. Je n'ai pas le choix de vous poser la question. Est-ce que la CDPQ Infra mène une guerre à l'auto? Écoutez, vous comprendrez dans les circonstances, le premier ministre, la vice-première ministre vont commenter le dossier cet après-midi. Donc, pour l'instant, vous comprendrez que je vais réserver mes commentaires puis je vais laisser le premier ministre et la vice-première ministre répondre au nom du gouvernement. Vous avez été silencieux sur cette question-là ou sur ces questions-là là, depuis peut-être votre commentaire sur le tramway. Allez-vous faire des commentaires là-dessus? Bien, écoutez, j'en ai fait... Parce que c'est quand même votre comté qui est impliqué. J'en ai fait, vous vous souviendrez, l'année dernière, là, lorsque la décision a été prise de suspendre le projet. Mais pour l'instant, la CDPQ vient de présenter son rapport. On a pris connaissance du rapport. Il nous a été présenté, mais on l'a lu aussi parce que entre la présentation et le document écrit, quelquefois, il y a des subtilités dont il faut prendre connaissance. Et aujourd'hui, comme je vous dis, le premier ministre et la vice-première ministre vont le commenter. Donc, pour l'instant, je vais réserver mes commentaires. Pour l'instant? Pour l'instant. Donc, vous allez en faire? Parce que vous avez vraiment dramatisé cette question-là. Vous avez dit jusqu'au 100 là, que vous alliez défendre le troisième lien. Vous avez mis votre siège en jeu. Tout à fait. Mais comme je vous dis, pour l'instant, je veux en fait, on va laisser toute la place au premier ministre et à la vice-première ministre. Et sur cette dramatisation-là, est-ce que vous regrettez? Écoutez... Avez-vous déjà regretté? Regretter, non. Regretter, non. Pour moi, ça témoigne de l'importance du projet pour la région de Québec. Je pense que les événements, la suite des événements démontre l'importance du projet pour... Puis je parle des deux projets, hein, là, je vais être bien clair. Là. Je parle des deux projets, de leur importance pour la grande communauté métropolitaine de Québec, puis je voudrais même pour tout l'Est du Québec. Ce sont des projets qui sont importants. Mais comme je vous dis, je vais laisser après ça pour la suite des choses. Est-ce que c'est pas devenu trop polarisé? Tu sais, les projets de transport ailleurs, aux États-Unis, en Europe, dans le Canada anglais, les gens ne s'écharpent pas comme ici. Comment ça? Est-ce que vous n'êtes pas responsable aussi en ayant dramatisé ça? C'est pas... Ben, en fait, moi, vous me permettrez de mon point de vue de penser qu'on ne l'a pas dramatisé, mais qu'on a souligné l'importance de ça. Et je pense que dans ce sens-là, on se fait l'écho de la population des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches. Et dans ce sens-là, est-ce qu'on est responsable de la polarisation parce que dans les faits, on est l'écho de nos populations? Je ne pense pas, mais je vais laisser les gens juger de ça. Il y a deux projets, comme vous avez dit. Oui. Vous êtes-vous fait le porte-parole de l'autre groupe qui est pour le tramway? Mais là-dessus, moi, je vais souligner une chose. Là. J'ai toujours milité pour une desserte des banlieues. Vous savez, moi, j'habite Québec depuis très longtemps. Et depuis très longtemps, le transport collectif dans les banlieues n'est pas à la hauteur des attentes. Et l'impact, c'est que les gens n'ont pas d'alternative à la voiture. Et quand on parle d'un projet de tramway, je dis, on ne parle pas d'un projet de tramway. On parle d'un projet de transport structurant dans lequel le tramway est une composante. Et ce que je trouve triste, c'est que dans le débat, on occulte toujours la desserte des banlieues, là où, à mon avis, il y a des gains d'efficacité à faire très significatifs. Mais là, on a l'impression qu'on revient au projet de Régis Labaume qui voulait justement aller jusqu'à Charlebourg. Donc, desserte de banlieue. Oui, mais le projet de 2018, nous l'avons appuyé parce qu'il y avait une desserte des banlieues. Et on a toujours mis le focus sur le volet tramway. On parle beaucoup, on débat du tramway, le tracé du tramway, où le tramway passe. Et on occulte le débat sur, oui, mais si on veut justifier le tramway, est-ce qu'on ne devrait pas parler, est-ce que le débat prioritaire ne devrait pas être l'amélioration du transport collectif dans les banlieues qui va faire en sorte, justement, d'amener des gens sur la ligne du tramway, puis qui va faire en sorte que là, votre tramway prend... Alors, quand on a présenté le réseau express de la capitale, c'était ça notre discours. Et souvenez-vous de nos 3 conditions. Une de ces conditions-là, c'était une desserte adéquate des banlieues. Alors, ça a toujours été le discours, mais pour des raisons que moi, je ne peux pas m'expliquer, je ne suis pas un spécialiste de la communication, mais le focus a toujours été mis sur le volet tramway dans le projet et jamais sur le volet desserte des banlieues. Parlons de l'informatique. Oui.
la cybersécurité, tout ça. Vous êtes ministre. Votre réputation est très mauvaise. J'écoutais Paul Arcand, Jonathan Trudeau. Moi, j'ai écrit que votre bilan était calamiteux. Vous voulez réagir à ça. Ouais. Est-ce que vous n'êtes pas responsable, en partie, de cette mauvaise réputation? C'est une bonne question, puis je vais peut-être répondre de l'autre bout de la lorgnette. Parce que, vous l'avez dit, le bilan est calamiteux, mais est-ce qu'on parle du bilan ou on parle d'un projet en particulier? Puis c'est pour ça que je disais, regardons le bilan au complet. Puis, quand vous dites ma réputation, mais il faut aussi comprendre que ce n'est pas que ma réputation, c'est la réputation des ministères, des organismes, de tout le monde. Mais c'est vous, là. C'est vous, là. Je l'incarne. Tu sais, dans le palmarès des personnalités, là, oui. Je regardais tout à l'heure, vous êtes le deuxième plus détesté au Québec après Éric Duhaime. Oui. Puis là, quand l'autre matin, j'entendais les animateurs que j'ai cités tout à l'heure dire « Éric Kerr, il n'y a rien d'autre à dire », en voulant dire « c'est mauvais ». Oui. Mais en fait, la question qu'il faudrait se poser, c'est « oui, mais basé sur quoi ?» Parce que quand on regarde ce qu'on a fait depuis qu'on est en 2018, prenons juste l'aspect de la cybersécurité. On arrive, le mot cybersécurité n'existe pas. C'est un concept qui n'est pas connu, qui n'est pas maîtrisé au sein du gouvernement. Chaque ministère et organisme est responsable de la sécurité de ses systèmes d'information. Une cyberattaque, c'est considéré comme un événement qu'on doit cacher. L'expertise est diluée. Aujourd'hui, on a un réseau gouvernemental de cyberdéfense dont le centre gouvernemental de cyberdéfense, donc le vaisseau amiral, participe à un exercice de l'OTAN. On est le seul État qui n'est pas un pays à avoir participé à cet exercice-là de l'OTAN. Ce qui veut dire qu'au niveau de l'OTAN, on considère que le gouvernement du Québec a atteint ce niveau-là d'expertise, de maturité et de capacité. Alors, est-ce qu'on peut dire que c'est calamiteux? Non, moi, je pense au contraire qu'on peut dire qu'il y a eu un progrès. Ça, vous croyez que vous êtes responsable de ça? Écoutez, nous avons adopté comme gouvernement la première politique de cybersécurité. On a mis en place le réseau gouvernemental de cyberdéfense. La loi 95 vient officialiser les pouvoirs, donc donne des pouvoirs légaux non seulement au chef gouvernemental de la sécurité de l'information, mais vient instituer les antennes dans les ministères. Le cadre qu'on a mis en place sur la sécurité de l'information vient définir les rôles et les responsabilités de chacun. Donc, je pense que les gestes qu'on a posés nous ont amenés d'une situation où on ne le considérait même pas. Mais ça clique, l'expertise qui s'en va, l'info nuagique qui explose, les coûts des projets informatiques qui explosent tout le temps. C'est ça que les gens, les médias et la population retient pour l'instant de votre passage. Possiblement, mais vous parlez des coûts qui explosent. En 2023-2024, on a livré 376 projets au gouvernement du Québec. 376 projets qui, dans les faits, ont respecté les coûts, ont respecté les échéanciers, puis ont atteint la portée. Donc, est-ce que c'est factuel de dire que les coûts explosent? Donc, oui, il y a des projets pour lesquels il y a des dépassements de coûts, mais qui peuvent s'expliquer notamment par le fait qu'il y a de la construction qui est nécessaire, puis les coûts de construction augmentent. Il y a des équipements informatiques qu'on doit acquérir et la pandémie a amené une explosion des coûts dans les domaines informatiques. Donc, moi, je pense que même là, on a réussi à juguler ça quand même de façon aussi raisonnable que possible dans les circonstances. L'info nuagique, vous promettiez 100 millions d'économies. Oui. C'est pas au rendez-vous? Encore là, factuellement, c'est parce qu'on mélange deux projets. Donc, il y a le projet de 2019 et le narratif là-dessus est basé sur le décret de 2019. Mais le décret de 2019, il est annulé en 2020. Et pour une raison fort simple que je vous explique, c'est quand on arrive, on s'en va vers l'info nuagique parce qu'on doit faire cette démarche-là au niveau de l'efficacité, au niveau de la modernité de nos systèmes. Il y a vraiment beaucoup de travail à faire. Quand les fonctionnaires nous présentent le plan en 2019, ce n'est pas le projet que nous souhaitons. Eux avaient commencé à travailler quelque chose, mais c'est vraiment pas ça qu'on veut faire.
Donc, nous, on veut que l'administration publique, le réseau de l'éducation, le réseau de la santé, le réseau de l'enseignement supérieur fassent partie de ce grand plan-là. Ils ne sont pas prêts. Ils nous disent, pouvez-vous quand même, par décret, nous permettre de commencer à travailler sur ce sur quoi nous avons fait la planification. On va vous arriver avec un projet qui est de l'ampleur que vous souhaitez. Et là, on pourra, par décret, aller de l'avant avec ce projet-là. Donc, 2019 répond à la demande des fonctionnaires. 2020 répond au projet du gouvernement. Mais moi, je vous vois aller depuis 2007. Là. Oui. Vous, dans l'opposition, là, oui. Vous étiez intraitable. Vous étiez un des plus durs, moi, que j'ai vu parlementaire. Absolument. Est-ce que le fait que vous avez été si dur avec les autres, c'est pas ça qui explique qu'aujourd'hui, on vous en passe pas une, puis... Donc, c'est là où je dis, peut-être votre réputation, vous êtes responsable, au fond. Bien, c'est le boomerang là, qui revient. Je vais répondre à votre question par une question. Parce que moi, je n'aurai jamais de problème à ce que l'opposition soit dure avec moi. J'ai été dur avec le gouvernement. C'est normal que l'opposition soit dure avec moi. Marc Tanguay a été dur avec moi. Marois Risky a été dur avec moi. André a été dur avec moi. Michel Setlacoué, Arun Boisy. C'est leur travail. C'est à ça que ça sert l'opposition. Mais vous étiez particulièrement dur. Là. Écoutez, regardez, Dominique Savoie, vous avez dit, il faut la congédier. Oui. Ça, c'est une haut fonctionnaire pour ceux qui écoutent et qui regardent. Qui est maintenant secrétaire général du gouvernement. Vous avez dit, il faut la congédier. C'est une incompétente. Elle est sur une tablette, elle aiguise des crayons, c'est dégueulasse. Elle a mis sur pied un régime de terreur. C'est elle qui va s'occuper du troisième lien. Oui, absolument. Parce que, oui, mais en même temps, remettons-nous dans le contexte, parce que c'est facile aujourd'hui de dire, ouais, mais à l'époque, tu as dit ça, mais quel était le contexte de l'époque? Le contexte de l'époque, c'est les enquêtes de l'UPAC, c'est la fameuse clé USB qu'on ne veut pas nous donner, c'est des gens du ministère des Transports qui viennent témoigner en commission parlementaire de certains éléments qui n'auront pas été avérés plus tard. Et c'est Robert Poetti qui écrit une longue lettre dans les journaux où il dénonce lui-même sa propre sous-ministre. Donc, du côté de l'opposition à ce moment-là, avec les informations qu'on a, c'est la conclusion à laquelle on arrive. Vous regrettez? Oui. Oui, là-dessus, oui, parce que beaucoup de gens du Parti libéral, dont je tairais les noms, mais se servaient de nous à l'époque pour régler leur compte. Ils servaient de nous pour régler leur compte. Alors, nous, on avait des informations. On avait des informations partielles et partiales. Et à partir de là, ben, nous, on se disait, hey, le ministre me dit ça, ou tel député me dit ça, ou tel autre me dit ça. Bon, on fait le travail. Mais vous ne l'avez pas lâchée, là. Elle a été suspendue. Après ça, vous avez dit, il faut la congédier. Les libéraux la protègent. Et quand on est arrivé au gouvernement... Elle est devenue la Top Gun. Oui, mais je peux vous dire que et Jonathan Julien et Christian Dubé ne tarissaient pas d'éloges à son endroit. Donc, c'est un regret que vous avez. Oui, tout à fait. Ça, oui, parce que, à l'époque, comme je vous dis, on fait le travail qu'on a à faire, on a les informations qu'on a, puis on travaille en conséquence de ça. Puis quelquefois, tu te dis, est-ce que j'ai été manipulé? OK. Mais ça contribue peut-être justement le fait que vous étiez le plus dur des durs, le shérif. Maintenant, mais je peux pas, on vous en passe pas une. Non? Mais je ne peux pas réécrire le passé. Non, je comprends. Tout ce que moi, je peux faire aujourd'hui, c'est réaliser mon mandat au meilleur de mes capacités. Puis ce que je dis, c'est critiquez-moi, je n'ai pas de problème, mais faites-le sur des bases factuelles. Est-ce que factuellement, mon mandat est calamiteux? Je vais vous laisser juger de ça. Mais si on parle de cybersécurité... C'est parce que vous avez dit des choses, tu sais, commission d'enquête sur l'informatique. Oui. On continue de voir toutes sortes d'explosions de coûts, de types mais c'est là où je vous demande, oui, mais de quelle explosion Vous demandiez une commission d'enquête. Oui, mais quand vous dites on voit toutes sortes d'explosions de coûts, de quoi vous parlez? De quelle explosion de coûts vous parlez? C'est là où je dis, un instant, factuellement, est-ce qu'il y a tant de projets que ça dont les coûts sont hors prévision, hors budget? Et est-ce vous me dites qu'il n'y en a pas? Non, pas du tout. Non, il y en a. Il y en a. Mais
Prenons par exemple le projet de consolidation des centres de traitement d'information. C'est un grand mot pour dire... Info nuagique? Oui, aussi. Mais au Québec, on entrepose nos données dans 550 centres différents. Pour vous donner une idée, là, je pense que le gouvernement canadien en a 8. Nous, on va ramener ça à 4. C'est fou, là. C'est un laisser-aller total. Mm-hmm. Le gouvernement du Québec, au regard de la façon dont il gère ses données, pourrait se comparer à un accumulateur compulsif. Et nous, il faut transformer ça en bibliothèque nationale, en termes de structure et en termes d'organisation. Qu'est-ce que vous voulez dire exactement? Écoutez, c'est n'importe quoi. Le gouvernement du Québec n'avait aucun inventaire de ces données. On ne savait pas c'est quoi les données qu'on avait. On ne savait pas où est-ce qu'on les gardait. Quand on arrive en 2018, souvenez-vous, M. Robitaille, je sais que vous êtes un féru de politique et un amateur d'histoire, on a une liste de 250 000 personnes qui travaillent ou ont travaillé au ministère de l'Éducation qui se fait voler parce que le ministère en question ne se souvient plus qu'il a cette liste-là. Mm-hmm. On ne peut pas. Il n'y a pas une organisation sérieuse qui peut faire ça. Alors, nous, on se lance dans un programme dans lequel on dit non, un instant. Premièrement, on va avoir moins de centres. On va en avoir 4. Ça va nous permettre de prendre... Vous êtes rendu où, là, dans ce programme-là? On est à 60 d'avancement. La date d'échéance et tout. C'est là les fameux 100 millions d'économies, là. Bon, on a le décret de 2019 qui se termine en 2003, mais le décret de 2019, justement, il n'y a pas l'éducation, il n'y a pas l'enseignement supérieur, il n'y a pas le réseau de la santé. On ne peut pas avoir une gestion optimale du gouvernement du Québec si on exclut les 3 réseaux. C'est pour ça qu'on dit aux fonctionnaires, non, ce n'est pas un bon projet que vous nous présentez. Fait que oui, commencez à travailler dessus si vous voulez, décret de 2019, mais le projet qu'on veut, c'est ce projet-là, et ça, c'est le décret de 2020. Et c'est là où le budget change, la portée change, la date de livraison change, donc les échéanciers changent, y compris les échéanciers des économies. Mais les économies vont être au rendez-vous. Prenez 550 centres que vous devez doter d'équipements, vous devez payer les locaux, quand ils vont être au rendez-vous, les économies? On parle à partir de 2028-2023, puis les grosses économies arrivent en 2033-2034. Okay. Parce que on a... Oui, mais... Là où on a Donc, dans votre promesse, vous étiez trop optimiste? Non. Dans le décret 2019, on ne considérait pas les 3 plus gros réseaux qui ont la majorité des données du gouvernement sont là. Si on met nos puis, données... Si je peux me permettre, parce qu'il y a un élément aussi. Ce que la pandémie a amené, puis je ne veux pas là, pelleter toute la responsabilité sur le dos de la pandémie, mais la pandémie a amené des coûts de construction qui ont augmenté. Donc, les centres de traitement que nous allons qu'on a construit et qu'on a modernisé, ça coûte plus cher. Okay. Les équipements informatiques, à cause de la crise des semi-conducteurs, des microprocesseurs, les équipements, le coût des équipements. Alors ça a un impact qu'il faut amortir sur plus longtemps. Donc, mais là, si on met toutes nos données chez, mettons, Amazon ou... ce qu'on ne fera pas. Là, on va être... on devient dépendant. Mais M. Robitaille, et c'est ça que je... On va avoir que j'ai peut-être mal vendu. Mais il n'est pas question. Alors, l'exercice auquel on se livre, on fait un inventaire. L'inventaire nous permet de faire une catégorisation parce qu'il y a des données qu'on peut mettre en données ouvertes. Puis ça, c'est intéressant, notamment pour vous les médias, parce que si on les diffuse de façon proactive en données ouvertes, ça vient diminuer le nombre de demandes d'accès à l'information pour lesquelles vous allez avoir une réponse positive. Donc, la logique, c'est de dire, attendons pas qu'on nous pose la question, rendons l'information disponible. Ça, c'est un des avantages. L'autre avantage, c'est que les données qui sont sensibles n'iront pas chez Amazon. Les coûts de construction dont je vous parle, c'est le nuage québécois. Donc, c'est le gouvernement du Québec qui va opérer son propre nuage et qui va garder toutes les données sensibles. La pandémie nous a aussi enseigné que les données sensibles, ce n'était pas suffisant. Donc, toutes les données qui sont stratégiques aux opérations gouvernementales ne peuvent pas se ramasser sur un service de nuage public Amazon. Et pour les autres, on devient dépendant? Oui, mais là, vous parlez de données ouvertes, vous parlez de données publiques. Vous n'êtes pas dépendant dans le sens... Pourquoi il y a encore des fax à l'hôpital? Tu sais, ça, si vous l'aviez promis aussi, oui, plus de fax. C'est vrai. Puis ça, honnêtement, la pandémie a eu un impact très important. Et je vous explique. Oui, mais parce qu'il faut comprendre que quand le premier ministre, en mars 2020, dit « on s'en va en télétravail », mon organisation, M. Robitaille,
a la capacité de connecter 750 personnes. Je dois en connecter en télétravail 58 000. Je n'ai pas la bande passante. Je n'ai pas les systèmes de sécurité pour sécuriser les... Quoi le rapport avec les fax? Bien, c'est que les ressources qui devaient travailler à la modernisation du réseau de la santé, ces ressources-là, c'est comme, OK, on lâche tout. Là, il faut nos systèmes téléphoniques, notre système, nos infrastructures de communication, toute la réseautique, toute la bureautique, les outils collaborateurs. Il faut aller chercher les appareils, il faut mettre ça. Alors, on met ça en place et je vous dirais que de 2020, puis pour compléter en 2022, ça a mobilisé énormément de ressources. C'est un travail colossal. Puis juste la sécurité de ça, parce que là, imaginez, le fonctionnaire, il travaille chez lui. Et ils travaillent entre eux. Comment on sécurise les lieux communs? Comment on sécurise l'échange d'informations? Puis il y a de l'information sensible, là, le ministère des Finances, puis le Conseil du Trésor, puis tout ce monde-là qui se parle. Là. Alors, aller chercher la sécurité de ça, là, ça a été un travail colossal. Puis comme je vous dis, n'oubliez pas ce que je vous dis, 2018, la cybersécurité, ça n'existe pas au gouvernement du Québec. Là. Donc, la montée en compétences, elle est vertigineuse. Donc, est-ce qu'on s'occupe de moderniser? Avez-vous tous les effectifs nécessaires? Parce que vous le disiez dans l'opposition, on ne les paye pas assez cher, tout ça. Bien, c'est ça que je trouve intéressant, parce qu'au niveau du ministère, je suis rendu à 89 % de taux de rétention. Et ça, c'est ce qu'on dit aux études de crédit. Puis là, je n'ai pas les chiffres en tête là, pour l'année 23-24, mais 22-23, on a un solde migratoire positif de 175 personnes. C'est-à-dire que moi, il y a 175 personnes qui ont quitté leur emploi au privé pour venir travailler au ministère versus ceux qui ont fait l'inverse. Donc oui, on est attractif. Écoutez, au niveau du Centre québécois d'excellence numérique, j'ai des PhD en intelligence artificielle qui sont venus travailler avec nous. On a mis en place le centre d'analytique. Mais réussissez-vous à les payer de façon concurrentielle? Oui, parce que, en fait, ce que le Conseil du Trésor fait, qui est super positif pour nous, c'est que dans certains domaines d'expertise précis, on nous autorise des primes, notamment en cybersécurité, où avec les primes puis les conditions de travail générales, je ne dis pas que je suis le meilleur payeur, mais j'arrive à rester dans la bonne fourchette au niveau des salaires. Connaissez-vous ça, l'informatique, M. Kerr? Ouais, un peu. Je vous pose la question parce que... J'ai fait ma carrière. Dans les couloirs, là, il y a l'affaire de votre diplôme que vous n'aviez pas dans le temps. Donc, ça continue. Est-ce que ça aussi, ça mine pas votre réputation? Vous de me le dire, mais écoutez, moi, j'ai fait une carrière en informatique. J'ai été consultant en informatique. J'ai travaillé dans ce domaine-là. Alors, je pense, écoutez, est-ce qu'aujourd'hui, vous me demanderiez de programmer une application? Après 17 ans en politique, j'aurais peut-être besoin d'une petite mise à jour, mais oui, je pense que... Oui, vous avez déjà dit, j'aimerais finir à l'université ce que j'avais commencé. Oui. Avez-vous envie de vous réinscrire? À la retraite. Mais à la retraite, Monsieur Robitaille, vous savez, à la retraite, on a plus de temps. Pour l'instant, je vais surtout vouloir finir ce que j'ai amorcé avec le gouvernement du Québec, les différentes réformes qu'on a amorcées, qui sont quand même nombreuses et importantes, je pense. Commission d'enquête, ça n'aurait pas été bon, ça? Bien, en fait, c'est que vous avez eu... En 2015, vous déchiriez votre chemise. Oui, mais vous avez eu... L'UPAC a fait un rapport là-dessus. L'ancien commissaire Lafrenière, souvenez-vous, a fait un rapport là-dessus. Et quand on est arrivé, déjà, il y avait beaucoup de mesures qui avaient été mises en place par rapport à cette époque-là. Fait que, tu sais, comme je vous dis, dans l'échelle du temps, il faut regarder au moment où la déclaration versus quand est-ce qu'on arrive. Puis, tu sais, il y a des choses qui ont été mises en place au niveau des appels d'offres, des contrôles d'appels d'offres, comment monter les appels d'offres. Donc, l'équipe qui monte l'appel d'offres versus l'équipe qui va évaluer il y a beaucoup de changements qui ont été mis en place, de contrôles qui ont été mis en place. Donc, je pense qu'on Est-ce qu'il n'y a pas parfois des trucs que vous trouvez curieux, que vous auriez envie d'investiguer? Vous, le shérif, là, j'imagine que... Oui, mais on a les moyens de le faire. Vous le savez, on a eu un dossier, puis bon, ça a donné lieu à des investigations. Je n'irai pas plus loin dans le commentaire parce que c'est judiciarisé, mais il y a des gestes qui ont été posés par le ministère, par les équipes du ministère. On a un bureau d'audit maintenant au ministère qui travaille aussi en collaboration lorsque c'est nécessaire avec l'UPAC. Encore là, vous comprendrez que moi, je ne me mêle pas de ça, là. Mais donc, il y a des mécanismes de surveillance qui ont été mis en place
à différents niveaux. Surveillance administrative, parce que tout n'est pas de l'ordre de l'enquête. Là, des fois, c'est juste un projet pour lesquels on n'est pas sûr que ça s'en va dans la bonne direction puis qu'on veut s'assurer que les bonnes décisions sont prises. Mais on a un bureau d'audit qui fait un excellent travail. Puis lorsque c'est nécessaire, je vous dirais que ça, je vous dis la théorie parce que je ne suis pas avisé de ça et je ne dois pas l'être, mais l'UPAC va travailler en collaboration avec eux autres. Donc, les mécanismes de contrôle, ils ont été mis en place. Ils sont mis en place. Ils doivent être mis en place et ils le sont. Donc, qu'est-ce que vous allez faire pour rétablir votre réputation? Mais vous êtes le ministre le moins aimé. Oui, mais pour moi, ce n'est pas la priorité de rétablir ma réputation. Pour moi, est-ce que c'est injuste, cette réputation très mauvaise que vous avez? Ça fait, je vous dirais, malheureusement, ça fait partie du travail. Ce qui est important pour moi, je vous dirais... Est-ce que c'est injuste? Non. La justice, je vais laisser ça aux tribunaux. Là, mais ce qui est important pour moi, puis ça peut paraître cliché, c'est que les équipes aient la reconnaissance qu'elles méritent. Parce qu'à travers ce que vous dites, puis il y a probablement du vrai dans ce que vous dites, ce que j'ai fait, ce que j'ai été, est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas l'impression que c'est l'heure pour moi de payer? Mais c'est parce que, essentiellement, c'est pas moi qui paye. Je vous donne un exemple. Le service d'authentification gouvernementale est finaliste aux Octas en 2023. Pourtant, dans la tête de tout le monde, c'est pas bon, ça n'a pas... Alors, moi, je me mets à la place des femmes, des hommes qui ont développé ça, qui en font un service de grande qualité, ont 1,4 million de comptes créés, plus de 12 millions de transactions, aucun incident de sécurité, aucune fraude, aucune usurpation. C'est vraiment robuste. Eux, ils ont, puis avec les technologies les plus modernes, registres distribués, logiciels libres, on est vraiment dans la modernité, dans la conception. Et ça, c'est nos équipes du début à la fin qui ont fait ça. Aucun mérite. Aucun mérite. Aucune félicitation. Ben, sinon, donc c'est injuste. La finaliste aux Octas, je trouve ça injuste pour eux et elles. Mais moi, regardez, ça fait... comme vous dites, là, c'est quand j'étais à l'autre bord de la clôture, je ne me posais pas la question si c'était juste ou injuste. Donc, c'est pas parce que j'ai changé... Je frappais. Et c'est pas parce que j'ai changé de bord de la clôture que je vais me poser cette question-là. Okay. Je réalise mon mandat au meilleur de mes capacités. Je compte sur des équipes qui ont fait des bonnes choses. Puis pour moi, ce qui est important, c'est que le ministère, on voit l'ensemble de ce qui se fait au ministère et non pas juste peut-être les éléments les plus négatifs. Merci beaucoup, Éric Kerr. Merci, Antoine. Merci. Là-haut sur la colline. Disponible aussi en balado sur l'application et le site cube.ca. Radio, télé, balado, vidéo. Cube, un média pas comme les autres.